je suis désolée, je vais donner un chiffre qui est très dur, mais qui est important, je trouve, dans la prévention. Aujourd'hui, la première cause de mortalité l'année qui suit la naissance, c'est le suicide. Donc, en fait, là où aujourd'hui, on a tendance à parfois entendre trop facilement « c'est bon, mais elles exagèrent. En même temps, elles l'ont bien voulu. » C'est pas grave, ça va passer. Exactement. Moi, ma mère, elle l'a bien fait, patati patata. Aujourd'hui, l'année qui suit la naissance, avant la cause numéro 1 de décès, c'était les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est le suicide. Bienvenue sur ABC Talk pour l'émission « Et si on papotait ?» Au programme de nos papotages entre filles, aujourd'hui, on va parler de grossesse, voire d'accouchement, pour essayer de démonter certaines idées reçues et puis surtout pour en apprendre plus. Parce que rappelons qu'il y a quand même 678 000 bébés qui sont nés en France en 2023. Donc concrètement, il y a au moins 600 000 personnes qui sont concernées par cette émission. Aujourd'hui, c'est au minimum ça, et puis toutes les autres femmes qui ne sont pas au courant, et puis vous les hommes aussi, pour en apprendre sur votre épouse. J'ai la chance aujourd'hui, mais vraiment la chance et l'honneur d'être avec Charline Gaillot. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors Charline Gaillot, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur les réseaux sociaux sous le nom de Charline Sage-Femme, si je ne me trompe pas. Elle a 32 ans. Charline a 32 ans, quelle jeunesse. Elle est donc sage-femme depuis 2015. Après plusieurs années à exercer à l'hôpital, elle travaille en cabinet libéral depuis fin 2018. Et elle est en fait animée par une envie de rendre accessibles les informations autour de la santé de la femme. Et qu'est-ce qu'il se passe? Elle crée. Tu crées ta chaîne Instagram en 2019, Exactement. Si je ne me trompe. Super. Donc, je répète, Charline Sage-Femme. Et puis, elle est suivie par plus de 200 000 personnes, c'est-à-dire pas loin de toutes les femmes enceintes de France. Tous réseaux sociaux confondus, Instagram, YouTube, on la retrouve sur TikTok, en podcast. Elle est aussi chroniqueuse TV sur la chaîne Teva pour l'émission qui s'appelle Sexo Orgasmique, où on parle essentiellement de sexe, sexualité. Exactement, c'est ça, d'intimité. D'intimité, et ça c'est bien, de lever un peu les tabous là-dessus. Oh oui. Ouais, ça c'est vraiment excellent. Et puis Charline est surtout l'autrice de ce livre-là, Le Grand Guide de ma grossesse sereine, aux éditions Marabout. Ça, c'est paru il n'y a pas si longtemps que ça, janvier 2024, et ça répond à plus de 200 questions autour de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. C'est important. Et aujourd'hui, on va parler, mais alors de tout avec Charline, et puis surtout apprendre à connaître qui tu es, Charline. Pourquoi tu es devenue sage-femme? On va commencer par ça. Alors, je suis pas devenue sage-femme pour devenir sage-femme, étonnamment. Je veux savoir. En fait, je ne connaissais pas ce métier de sage-femme comme beaucoup de monde en réalité. Je connaissais pas le métier de sage-femme. En fait, je suis rentrée en première année de médecine parce que c'est la voie habituelle pour devenir sage-femme, dans le but de devenir gynécologue, ce qui est quand même pas très loin, mais je connaissais pas ce métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends quand on ne connaît pas l'étendue de notre champ de compétences. Et donc, je voulais surtout travailler pour la santé des femmes. Et ce, depuis le collège, tout simplement parce que je suis une femme. À l'époque, j'étais une jeune fille. Et donc, comme toutes les jeunes filles, un jour, j'ai eu mes règles. Et en fait, il s'avère que j'étais la première de mon groupe de copines à les avoir. Alors que j'avais une grande sœur et que je vivais avec ma maman, et j'ai été surprise de découvrir à quel point j'étais pas du tout au courant de ce que c'était, les règles, à quel point c'était tabou, qu'on était honteuse à l'époque au collège, tu sais, de se passer des protections, de ce genre de choses. Et en fait, vraiment, je me souviens m'être dit, en fait, c'est pas normal. On a vraiment un truc qui va revenir tous les mois et c'est tabou et on n'en parle pas. Et j'étais en colère, très, très, très en colère. Et donc, comme j'étais la première de mon groupe de copines, je suis un peu devenue celle qui informait mes copines et très rapidement... alors, faut imaginer, à l'époque, c'était le début des années 2000. J'allais chercher des informations sur Internet. Je pense que j'avais trouvé le site genre du planning familial. Il y avait Internet à l'époque. Ouais. C'était peut-être le début de quand on pouvait être en illimité, ou peut-être que je devais compter encore les heures. Je me souviens plus. Et donc après, on grandit et j'ai commencé à me renseigner, par exemple, sur la contraception, parce que je me souviens avoir déjà conscience que c'était important de s'informer sur la contraception avant d'avoir des relations intimes. Parce que clairement, on parlait que de ça quand on était ado. Et voilà. Et quand j'étais au lycée, j'ai hésité entre devenir psychologue, partir dans l'art en général, je sais pas, faire du dessin, ce genre de choses, ou partir en médecine. Et je me suis dit, si je deviens gynéco, je pourrais accompagner la santé physique et psychologique des femmes,
sur un sujet qui m'intéresse et potentiellement, je serais peut-être pas obligée de travailler à temps plein, je pourrais faire de l'art à côté. En gros, c'était mon plan de vie. Pas mal déjà, hein, comme plan. Voilà. Et donc, je suis rentrée en première année de médecine. J'ai été confrontée à ce concours qu'est la première année. Et en fait, je ne savais pas en rentrant en première année que l'une des voies possibles, c'était de partir en tant que sage-femme. Et je savais que j'allais pas avoir le concours médecine. J'ai découvert le métier de sage-femme. C'était en 2009. Et c'est l'année où est passée la loi permettant aux sages-femmes de faire du suivi gynécologique. Alors aujourd'hui, on va principalement parler de la grossesse, mais moi, en fait, c'est important de le rappeler. Voilà, c'est le suivi gynéco, en fait, le suivi dans la vie des femmes en général, qui m'a amenée à faire ce métier. Le fait de me dire que là, aujourd'hui, donc en libéral, ma plus jeune patiente a 11 ans et elle vient de parler de ses premières règles. La plus âgée a 88 ans et on parle de périnée. Et entre deux, j'accompagne 1, 2, 3 grossesses sous 0. Et c'est ça qui me fait vibrer dans mon métier. C'est en fait d'accompagner les femmes dans leur intimité au sens large. Alors ça, c'est très important de rappeler quelque chose, mais d'essentiel, c'est que les sages-femmes, donc tu l'as dit, peuvent suivre, voilà, être investis dans le suivi gynécologique tant qu'il n'y a pas de souci, de danger particulier. Et bon, j'ai rien contre les gynécologues, mais ils sont souvent très pressés. Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je suis tombée sur des gynécologues très pressés. Ça m'a fait vivre des consultations vraiment pas très sympathiques, hein, quand on ne connaît pas grand-chose, on arrive, on nous déshabille, on nous met sur la table d'auscultation. Bon, bref. Je sais que pour maintenant être suivie par une sage-femme, c'est juste le bonheur absolu. Voilà, je tenais à le répéter, mais je dis pas qu'il y a de mauvais gynécologues. C'est juste que je pense que l'approche est différente. Et après, en tant que sage-femme, il y a des bonnes et des moins bonnes, je suppose aussi. Oui, il y a de tout partout, c'est important de le rappeler. Mais c'est vrai que nous, vraiment, le fort de notre métier, c'est la préservation de la physiologie, de la santé de la femme. C'est vraiment notre métier, que ce soit pendant la grossesse ou la gynécologie. Notre but, c'est de vérifier que tout va bien et de faire en sorte que tout reste bien. Donc, c'est vraiment le propre de notre métier, le côté accompagnement, le côté tu viens juste pour ta contraception et moi, je vais te demander, mais sinon, en ce moment, comment ça va? Parce qu'on sait que ça va impacter le cycle aussi. Là où les gynécologues, effectivement, sont parfois plus pris par le temps, aussi parce que eux, pour le coup, ils suivent la pathologie, alors que nous, quand on la diagnostique, une fois qu'elle est diagnostiquée, on passe la main. Donc, autant les gynécologues peuvent faire ce qu'on fait et on peut faire une partie de ce qu'ils font, mais il y a une partie de leur travail que nous, on ne peut pas faire. Et donc, d'où l'utilité de renvoyer vers eux quand c'est plus de votre possibilité on est professionnelle. complémentaires et parfois, je dis même aux patientes qui, par exemple, doivent avoir un suivi, encore une fois, que ce soit pendant la gynécologie ou la grossesse, plus médical, s'il y a des pathologies, ça n'empêche qu'on peut se dire, bah oui, mais moi, j'ai quand même envie d'avoir ma sage-femme pour avoir le temps de poser ces questions que je pose pas avec mon gynéco. On peut vraiment se dire que c'est 2 métiers complémentaires. Ouais, c'est différent. Encore une fois, ce que je ne dis pas, c'est que les gynécologues sont vraiment pris par le temps et parce que ils ont un panel de patients énorme. On sait, malheureusement. Pour revenir à ton adolescence, on n'en parlait pas dans la famille des règles, de la sexualité même, hein. On peut en parler, même si aujourd'hui on parle grossesse. Alors, c'est important. Des règles, non. Alors, il faut savoir que moi-même, je me souviens que j'étais une enfant et une adolescente. Je pense que si t'essayais de me parler de certains sujets, j'allais dire genre je veux pas en entendre parler. Ouais. Donc il y avait un peu ce côté tabou. Ah oui, ouais, clairement. Mais depuis que je suis toute petite, je me souviens que ma mère me disait. Dès que tu rentrais de l'école, même très jeune, alors beaucoup d'enfants ne racontent pas ce qui se passe à l'école, mais vraiment moi jamais. J'avais vraiment ce chose de pudeur, de pas aimer raconter, donc je pense que ça devait pas être simple non plus. Je jette pas la pierre, mais en tout cas voilà, j'avais une grande sœur et en plus tu le disais, j'ai un podcast où justement le but c'est de parler de l'intimité et l'une des premières questions que je pose à mes invités c'est est-ce que tu te souviens du premier jour de tes premières règles, tu vois comment elles sont arrivées, parce qu'on dit beaucoup justement sur l'information qu'on a pu avoir. Je pense que 95% des femmes s'en souviennent. Oui, on est d'accord. Et en fait, ça en dit beaucoup sur l'éducation que tu as eue, l'idée que tu te fais des règles et potentiellement aussi comment tu vas les vivre dans les années à suivre. Et tu vois, je trouve que ce qui est incroyable et avec les règles, et donc c'est ce qui m'a aussi poussée à devenir sage-femme, comme je racontais, c'est que c'est quelque chose de physiologique pour beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup, ça se passe très bien, et pour autant, beaucoup le vivent mal. Et en fait, c'est quand même un problème parce que, à la limite, quand c'est pathologique, quand c'est douloureux, quand c'est trop abondant, bien évidemment que c'est normal de mal le vivre. Mais quand tout va bien, moi, je trouve ça embêtant de mal vivre quelque chose qui est physiologique parce qu'en fait,
enfin voilà, on perd confiance, on se sent pas normal, etc. Et donc, dans l'un des podcasts, je racontais et ma sœur l'a entendu, elle m'a dit: «Oh, je me souvenais pas, dis donc». Elle se sentait gênée et désolée, on en a reparlé, mais Grande ou petite sœur? grande sœur. D'accord. Elle avait déjà été réglée. Mmh. Et quand j'ai été réglée, moi j'avais mis un pantalon beige velours, je me Ah oui, souviens mais très bien, tu c'était savais l'automne. pas que tu allais avoir tes règles? Non, non, Si? Ou parce que je c'était les avais eues après? la veille. Ah Et d'accord. donc je les avais eues un mercredi, j'avais Oui, pas OK. école. Le jeudi, j'y vais avec mon pantalon beige et ma sœur m'a dit: «Tu as pris de quoi te changer?» En fait, je ne saisis pas l'importance de ce qu'elle vient de me dire parce qu'en fait, j'avais pas pris de protection. Bah alors tu es partie quand même Je suis partie protégée, protégée, mais je il y en savais avait pas pas d'autres. qu'il allait avoir besoin de changer en cours de journée. Ah oui, si on n'en parle pas, effectivement, et finalement, ce qui paraît très logique pour quelqu'un ne Exactement. l'était pas du tout pour toi. Et encore une fois, peut-être qu'on me l'a dit, mais peut-être que c'était tellement tabou que j'étais là genre: Ne m'en parlez j'entends pas à quel point c'est» enfin bref, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'était tabou néanmoins, en termes de sexualité. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère et ma sœur. Quand j'ai eu mon premier copain, avec qui ça a commencé à durer et cetera, comme j'avais notion que c'était important la contraception, en fait, ma mère, elle était pas du genre à dire: «Voilà, on va se poser, on va avoir une grande discussion», mais elle était plutôt du genre à lancer des phrases qui restent en toi et tu te dis: ça, c'est important». Par exemple, je me souviens que si à la télé, on voyait, quelque chose où on parlait, d'IVG et encore quand je dis ça, je me dis, dans les années 2000, parler d'IVG à la télé, je sais pas si ça arrivait souvent, mais je me souviens que ma mère, elle était du genre à dire, «Il faut toujours protéger être protégé parce qu'on sait jamais quand ça peut arriver ou on sait jamais ce qui peut se passer». Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, enfin, en fait, quand tu vas avoir un rapport, je sais pas, quand tu es ado, tu te dis: «Tu vas préparer ta première fois». En tout cas, moi, j'étais Ouais. comme ça et je comprends maintenant adulte que c'est vrai que parfois ouais, ça l'on vit bien comme ça et qu'avoir des préservatifs sur soi, c'est normal. Et moi, à l'époque, je me rendais pas compte que voilà, ma mère me disait finalement des phrases, hyper importantes. Et quand j'étais en relation, depuis un moment avec mon copain de l'époque, je commençais à me dire: «Punaise, il faudrait que je demande à ma mère une contraception», mais j'ai vraiment pas envie d'avoir cette, conversation. Et c'est elle qui un jour m'a dit, je sais plus ce qu'elle m'a tendu comme perche et je lui ai dit: «Bah, justement, je voulais t'en parler». Et en fait, à ce moment-là, on est allés ensemble au planning familial pour qu'une tierce personne me parle de contraception. Ah superbe! Belle Donc initiative. Parce exactement, que souvent, on retrouve des jeunes filles qui vont au planning familial toutes seules, c'est ça. voire Et pas donc du tout, moi, ce qui j'ai devient pris, problématique. la pilule avant mon premier rapport. Ouais, Alors que pour beaucoup, ça démarre par les ouais, c'est préservatifs. ça. Et donc j'avais cette notion quand même de protection des IST que n'apporte pas la pilule. Mais j'avais une peur bleue d'une grossesse non désirée. En fait, j'avais conscience que, heu, c'était une grande responsabilité d'avoir une vie intime et qu'en fait, il faut être prêt à prendre les risques que ça Exactement. engage et que même si c'est beaucoup de plaisir, bah, on peut pas nier les risques que ça apporte et juste, bah, on est responsable et on minimise les risques. Tu as des enfants? Non, Non? Bon. Ah, donc tu donnes des conseils. tout à fait. Alors ça va être génial, le jour où tu vas être enceinte, il faut que je te réinvite. Bah, avec grand plaisir. Ça va être magnifique. Ouais, j'ai pas Ouais. d'enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Waouh, tu as écrit un livre comme ça sans, avoir d'enfants». Et On mon n'est pas obligé effectivement, de vivre la situation Oui, pour, fort en heureusement, savoir. parce que sinon Heureusement, beaucoup oui, de oui. médecins, des cancérologues, des pneumos et Des cetera, ne pourraient gynécologues, pas voilà, hommes. Donc non, fort heureusement. Et donc c'est vrai que dans mon livre et dans mon expérience, en fait, mon expérience, elle est enrichie par toutes les expériences des femmes que j'ai rencontrées. Donc je suis de toute façon pas neutre de ma propre expérience parce que j'ai mon Mmh. vécu, j'ai vécu des choses incroyables et difficiles dans ma vie, j'ai assisté à des accouchements, Alors oui, justement, donc parce que tu as été donc hospitalière combien d'années? oh, j'ai travaillé à l'hôpital, 2015-2000, 3 ans et demi, 3 ans et sans demi. compter, mes 5 ans d'études. Donc 5 ans d'études, 3 ans et demi à l'hôpital, 3 ans et demi à accoucher des femmes. Oui, alors à passer entre, des services où on est là pour accompagner les accouchements et les services où, tu sais, on n'est pas vraiment là dans les accouchements, mais les suites de naissance, les urgences, les grossesses pathologiques. Mais assez régulièrement, ouais, j'accompagnais les accouchements. Ton premier accouchement, celui, que tu as fait, C'est pas romantisé mon premier accouchement. on en J'étais pa on trop on stressée. peut en parler? Ah Ouais, ouais! alors je veux. Bah, c'est le premier accouchement qui m'a marquée, c'est pas le premier où j'étais vraiment seule, c'est, on appelle ça un accouchement à À 4 4 mains. mains? Mmh. Quand on est étudiante sage-femme, eh bien, le premier accouchement où on est autorisé à mettre les mains, et ben, la sage-femme a ses mains derrière nos mains. Ce qui est, quand tu es toi-même sage-femme, quand tu accompagnes une étudiante, c'est enfin, tu vois, tu vibres parce que tu te rends compte que dans ton histoire de sage-femme, d'étudiante sage-femme, c'est un moment extraordinaire et
J'étais tellement stressée. En fait, j'étais... Sur le 4 mains, là, on parle bien de... Oui. Finalement, c'est le premier. Ah bah même voilà. s'il y avait les mains de l'autre sage-femme. Et je me souviens... en fait, on parle de mécanique obstétricale et à ce moment-là, ce terme a pris tout son sens. Je vois. J'étais vraiment en mode... Exactement. Ok, le bébé met sa tête dans ce sens-là. Donc là, je dois faire ça, mettre ma main dans ce sens-là. Contraction, je dois lui dire de pousser. Elle pousse super bien, super. Donc là, j'accompagne. Mais de manière très robotisée, je l'accompagnais. Et j'étais pas... tu sais, comme dans les accouchements à suivre, où vraiment j'étais presque... Parfois, j'avais l'impression de faire qu'un avec la femme en mode « Allez, là, c'est super !» Enfin, vraiment, je lui donnais toute ma force. Là, j'étais en mode « Ok, c'est super, faut pas que j'oublie de lui dire. » Là, je regardais pas du tout le papa, j'avoue. Faut pas que j'oublie de lui dire que c'est super. Hein, ouais, voilà. J'adore. J'étais concentrée. Ok, là, c'est super. Là, faut que je mette mes mains comme ça. Génial. J'ai été... Et puis le cœur qui battait la chamade. Ouais. Et c'était incroyable. Et j'ai mis du temps à atterrir moi-même. Je pense que vraiment... Ça a duré des heures, peut-être même des jours. Potentiellement. Et... Superbe. Et oui, et donc finalement, l'accouchement qui m'a le plus marqué, c'est le premier que j'ai vu et non pas le premier auquel j'ai participé. Ah, intéressant. Et le premier que j'ai vu, c'était en 2011, donc ça date maintenant. Quand on termine notre première année de médecine, enfin... On dit ça, mais en fait, c'est la première année commune de santé, voilà. Que j'avais donc eu mon concours sage-femme. On fait un stage d'observation. Et dans ce stage-là, le premier accouchement que j'ai vu, là, on est vraiment qu'observateur. On est à 1 mètre en recul et on voit toute la scène. On voit la sage-femme, on voit le couple, on voit tout ce qui se passe. Et c'est incroyable d'avoir accès à ça parce que quand tu n'y participes pas, tu vois tous les détails. C'est la fou. Technicité de l'acte et du coup... et toute l'émotion. Toute l'émotion. Parler à titre personnel, mon stage de 3e, je ne suis pas sûre que ça se fasse encore. Je l'ai fait en maternité. Ah ouais, c'est rare de voir des 3e. À l'âge de 14 ans, participer à mon premier accouchement. Ça devait être incroyable. C'était incroyable. T'as aimé ? Moi, j'ai un souvenir assez... une petite fille de 14 ans, d'une ado. Il y a eu une épisio et... ça va être un peu le moment un peu spécial de l'émission. Et il y a eu du sang partout qui a giclé. Et j'en ai reçu sur ma blouse. Oh, waouh. C'était très particulier. Je sais pas si ça arrive souvent. Ça arrive pas souvent. Là, ça fait vraiment comédie-parodie, tu vois. Limite parodie des films d'horreur. Ouais. Mais bon, ça m'a pas choquée du tout. J'ai jamais été choquée. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a pas donné envie d'être sage-femme parce que moi, j'étais plus médecine et voilà, je voulais aller en médecine et être médecin. Bon, finalement, je suis diététicienne nutritionniste. Voilà, c'est une petite déviance, comme pour toi. Mais je trouve ça magnifique. Enfin, j'ai un souvenir. Bizarrement, malgré cette épisio très particulière, j'ai un souvenir de cette émulation. Enfin, il y a un mouvement et puis il y a un médecin qui arrive et puis il y a, je sais même plus qui c'était, d'ailleurs, une infirmière. Il y a plein de monde, ça bouge. Il y a la femme et puis le beau bébé qui faisait 4,5 kg, je m'en souviens. Il était très grand parce qu'après, je faisais le suivi pendant mon stage et c'était juste magnifique. Oui, 4,5 kg. Je suis pas sûre qu'on en voit tous les 4 matins. Non, pas tous les 4 matins. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que souvent, quand on entend les femmes enceintes, enfin, peut-être qu'on va développer pendant cette émission, mais qui disent, par exemple, je veux surtout pas une épisiotomie, comme si c'était cet acte-là qui allait gâcher un accouchement. En fait, vrai. C'est bien au-delà. La réalité, c'est que ce qui se passe sur le papier ne nous dit pas forcément comment c'est vécu, y compris pour l'équipe, y compris pour le couple qui est en train de donner naissance, tu vois. Et la naissance, ça surpasse toutes les inquiétudes qu'on peut avoir pendant la grossesse ou même avant même d'être enceinte. Eh ben, parlons épisio. Allez, c'est parti. Alors, l'idée, là, c'est que je vais te poser des questions comme ça, un peu au hasard. Je vais m'aider aussi de ton livre. Épisiotomie, la crainte de toutes les femmes enceintes. Enfin, je dis toutes, je parle à votre nom. C'était une de mes craintes. Bah, c'est normal. Résultat des cours, j'ai eu une épisio pour mon premier accouchement. Elles ont toutes peur de l'épisio. Ou il y en a certaines. Je parle pour leur premier bébé. Je dirais qu'il y a une échelle de peur. Forcément. Bah oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que personne n'a envie d'avoir une épisio. Il y a celles Pourquoi qui vont dire... personne n'a envie? Moi, je sais déjà, c'est un acte envie, médical, tu vois, de conscientiser qu'on va couper cette zone de ton intimité. C'est normal de pas du tout vouloir. Enfin, t'as pas envie de te couper la main, c'est une chose. Mais alors, se dire qu'on va couper l'entrée de ta vulve, je pense que ça fait frémir n'importe qui. C'est une zone aussi tellement sensible. Donc, il y a ça, la peur de la douleur immédiate et dans les suites. Et combien de temps va durer la douleur? Est-ce que ça va impacter également
mes relations intimes. Et en grosso modo, est-ce que ça va foirer ma sexualité et ma vie de couple à cause de l'accouchement? Et puis à quoi ça va ressembler physiquement ensuite, la cicatrice? Y a tout ça dans l'épisiotomie. Et puis, euh, je pense que ce qui est compliqué à comprendre quand on parle d'accouchement, c'est que même si on sait on peut faire des choses pour nourrir la physiologie, pour que ça se passe le plus simplement possible et le moins médicalement possible, on oublie que clairement, nous ne sommes pas des dieux, donc nous n'avons pas le pouvoir de choisir quand, comment donner naissance. Et ben en fait, parfois, l'intervention médicale est nécessaire. Sauf que, comme elle n'est pas toujours comprise, elle est très vite classée dans une catégorie de violence. Et ça ne veut pas dire que ça n'en est jamais une. Et c'est pas parce qu'il y a des violences médicales que quand il y a un acte médical, c'est forcément une violence médicale. Le truc, c'est qu'en tant que patient, c'est pas forcément évident de savoir dans quelle catégorie on est quand on le vit. L'épisiotomie, il est essentiel, l'épisiotomie et tout acte autour de la naissance, pour moi, c'est essentiel de s'informer parce que au plus on a compris quelque chose, au moins on le subit. S'informer avant, en rediscuter après. Et l'épisiotomie, pendant un moment, ça a de toute façon pas été justifié. Donc on a aussi tout C'est bien ça. on est bien d'accord, Charline, que pendant un moment, Ouais, en tout cas, c'est la réputation que ça avait, on fait une épisio et ça a été sans le cas forcément que ça moment. soit justifié. On Exactement, est d'accord. c'était premier bébé, épisiotomie, on va aider le passage. Voilà, c'était un peu cette phrase-là qui était dite. Pendant un et moment, donc cette peur, elle est légitime. Ce passage, ce moment a terminé quand? Ce moment où on faisait une épisio à tout va? C'est une bonne question. C'est plutôt récent, j'ai l'impression que ça a basculé, non? Qu'est-ce que tu entends par récent? Alors, vu mon vieil âge. En gros, moi, dans mes études, ça n'a jamais été systématique. Et donc, tu vois, j'ai commencé mon premier stage de sage-femme en 2011. Oui, c'était il y a une dizaine d'années, ouais, donc voilà, ouais. Et ça n'a jamais été systématique à l'époque. C'était déjà pas systématique. J'ai jamais vu d'épisiotomie systématique. Je peux compter le nombre d'épisiotomies que j'ai vues en tant que stagiaire et que j'ai moi-même réalisées. Vraiment, je peux les compter. À mon avis, ça doit être moins de 20 sur toutes ces années-là. Donc, tu vois, je pense que ça dépend aussi beaucoup des pratiques. Moi, je dirais que finalement, peut-être même déjà dans les années 90, ça a commencé à diminuer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, tous les 4 ans, il y a une enquête périnatale qui est réalisée qui permet de faire un état des lieux de la santé périnatale en France, des accouchements, des grossesses, etc. Et donc, il y a eu une étude qui est sortie en 2016 et une qui est sortie, ça me paraît pas logique, parce que j'allais dire 2021, mais il y a peut-être eu un retard avec le Covid. Enfin, bref, en tout cas, voilà. À peu près, voilà. Et on est passé de 17% d'épisiotomie de 2012 à 2016 à les 4 ans suivants, environ 8% des accouchements sont réalisés avec une épisiotomie. Donc, tu vois, c'est quand même une décroissance énorme. Donc, s'il n'y a pas épisio, il y a potentiellement plus de risques de déchirure. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, pourquoi on a arrêté les épisios à tout va, c'est parce qu'initialement, on pensait que ça diminuait les déchirures. Et donc, on préférait contrôler l'ouverture plutôt que ce soit incontrôlé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte avec le recul que finalement, ça arrivait également d'avoir des déchirures, même avec une épisiotomie. Donc là, on se dit, une épisio plus une déchirure, c'est peut-être pas une bonne idée. Combo pas très gagnant, là, ce coup-ci. Donc, dans quel cadre on maintient les épisiotomies? Eh bien, là où au début, c'était pour prévenir les déchirures, aujourd'hui, c'est plus l'indication. Aujourd'hui, ça va plutôt être de accélérer la naissance. En gros, la tête est là, sur la vulve, et la peau ne se relâche pas pour laisser passer l'enfant, alors que là, on voit au monitoring qui surveille le bien-être fœtal et son cœur, ses battements du cœur, que ça devient urgent qu'il sorte. En gros, l'épisiotomie est censée accélérer la naissance. Si on a le temps de voir que la peau, elle se relâche tranquillement, et que l'enfant va bien et que la mère va bien, on prend le temps. Et est-ce que c'est vrai qu'on peut préparer en tant que femme enceinte je t'ai coupé la question. Non, mais c'est que tu as compris, tu as compris ma question. On peut essayer de prévenir, d'éviter. Ouais. Alors, c'est pas du systématique. Avec des massages particuliers, je crois. Exactement. Enfin, je te laisse expliquer. C'est important que celles qui nous regardent, le sachent. Le fait de masser donc l'entrée du vagin, c'est la peau à cet endroit-là, pendant la grossesse, ça peut permettre d'assouplir la peau, d'assouplir les muscles, et potentiellement une zone hydratée et assouplie craquera moins. C'est pas du systématisme. D'ailleurs, selon les études, certains disent que ça ne fonctionne pas, d'autres disent que oui, d'autres disent que ça diminue les déchirures, d'autres les épisiotomies. Bon,
dans tous les cas, si on l'a gagné, c'est tant mieux. Ça diminue aussi les douleurs en postpartum, donc on perd rien de le faire. Et surtout, ce que j'aime dans les massages, c'est que ça permet de découvrir cette partie-là, C'est ça. qui est encore tabou aussi pour beaucoup de monde, de la toucher, pourquoi pas de l'observer. Ça permet aussi de se dire, tiens, quand on me parle de contracter mon périnée, en fait, quand je suis en train de masser, si je contracte, je sens sous mes doigts qu'il y a un muscle qui se Il se passe contracte. quelque chose. Exactement. Et potentiellement, l'endroit que je masse, aussi, c'est l'endroit où je vais pousser. Je trouve que c'est intéressant de savoir où on pousse C'est quand ça on accouche. qui manque vraiment dans l'apprentissage de la sexualité de la femme, c'est de se connaître son corps. Autant un homme, les organes sexuels, ils sont visibles, autant nous, tout se passe à l'intérieur. Donc, Exactement. c'est assez... D'où le conseil souvent de certaines sages-femmes et professionnelles et gynécologues d'utiliser un miroir, même assez jeune. Je suis 100% pour. Et si ça n'a pas été fait et qu'on est enceinte, c'est vraiment le moment. En fait, je me dis, finalement, on est complètement OK avec le fait qu'il y ait plus de personnes que nous-mêmes qui voient notre intimité. Que ce soit des partenaires de vie, que ce soit le corps médical. Et donc, nous, en tant que soignants, on dit, voilà, par exemple, j'ai fait une épisiotomie où il y a une déchirure à tel endroit. Quand tu sais pas tout à fait ce que c'est de cet endroit, ça te paraît toujours pire que quand tu le regardes. Et puis, je me dis, être épanouie dans sa sexualité, c'est aussi savoir ce qui se passe, où ça se passe, et de parfois prendre un peu de la distance avec cette zone. Finalement, notre entrejambe, notre vulve, notre vagin, c'est un endroit de sexualité, mais c'est aussi un endroit de naissance. Et je trouve que c'est important de décorréler les deux. C'est aussi un endroit juste anatomique, où il y a des examens médicaux qui ne sont ni de la naissance ni de la sexualité. Et c'est aussi un endroit donc anatomique qu'on lave, voilà. Ouais. Et le fait de parfois désacraliser cette zone pour juste l'observer, ça permet aussi de moins se mettre la pression dans l'intimité, dans ce genre de choses. Je sais pas, parfois sur des exigences d'absence de poils, par exemple, qu'on pourrait avoir. En fait, de juste le voir pour ce que c'est. Tu vas me faire rebondir sur une question. Poil, pas poil à cet endroit-là. On sort un peu du sujet de la grossesse, mais c'est important. On peut en parler. C'est bien, pas bien. Je parle du point de vue santé, on parle pas du tout du point de vue esthétique. D'un point de vue santé, je recommande plutôt de garder des poils. En fait, les poils dans le corps, en fait, les poils au niveau de la vulve ont un peu le même but que les poils qu'on peut avoir à l'intérieur du nez. Sauf qu'on n'a pas de poils à l'intérieur du vagin, mais à l'extérieur, donc sur la vulve. Ces poils, ils permettent en fait, ils créent un filtre. Donc, ça évite que certaines bactéries puissent entrer. Ça maintient un écosystème à l'intérieur du vagin dans lequel on parle souvent de flore vaginale. En fait, il y a plein de bonnes bactéries qui, pour que cet équilibre soit maintenu, doivent être dans dans certaines conditions. Les poils le favorisent. Ça favorise en gros de la bonne humidité. À l'inverse, quand on enlève les poils, on peut parfois souffrir de sécheresse intime. Qui dit sécheresse dit que ça peut déséquilibrer, dit que parfois ça peut favoriser les mycoses, les vaginoses, donc les infections qui sont juste dues à un déséquilibre. C'est pas sexuellement transmissible. Aussi, tout ce qui est douleur pendant les rapports. Alors, attention, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des mycoses, même quand on a des poils. Mais ça peut limiter le risque. Mais les douleurs pendant les rapports, aussi, le fait d'avoir des poils, potentiellement, on va avoir plus d'hydratation. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, par exemple, quand on parle d'infection, par exemple, quand on a des rapports, il y a plein de germes qui peuvent, par exemple, passer de l'anus sur la vulve, etc. Et donc, les poils vont faire barrière. Donc, moi, je suis plutôt pour, et pour les femmes, parce qu'il y a de plus en plus d'épilations au laser. Donc, autant s'épiler, on peut revenir en arrière, se dire, cette fois-ci, j'arrête. Autant quand c'est au laser. Réversible. C'est tout, même s'il y a quelques poils, c'est pas vraiment réversible. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire vraiment, être très échancré si vous voulez, mais laissez-en un petit peu sur les lèvres. Ouais. Vraiment. Ce que tu viens de dire, la barrière. Après, c'est pas grave et chacun fait comme il veut. Oui, bien sûr, on n'est pas dans le jugement. Mais en tout cas, moi, je conseillerais d'en laisser, médicalement parlant. Alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, avec le grand guide de la grossesse, de ma grossesse, sereine. Donc, dedans, tu nous parles de tout, de la grossesse, du postpartum, de l'accouchement. Je vais prendre au hasard. Alors, il est hyper pratique. Alors, qu'est-ce que je vais... idée reçue. Là, je tombe. Page 205.
Est-ce que faire l'amour peut Ah. déclencher l'accouchement? Voilà le Super type de question question. qu'on retrouve dans... Mais il y en a plein qui se posent la question. Oui, oui. Moi, je dis oui. Enfin, oui, la réponse, elle doit pas... C'est pas oui ou non, hein, il y a toute une explication. Mais dis-nous tout. Mais effectivement, pour rebondir avant de répondre, j'ai vraiment voulu ce livre Oui, dis. pratique sous Ouais. forme de Mais questions-réponses. c'est superbe. Et vraiment, c'est des questions, bah voilà, je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est vraiment les questions que les femmes se posent. Eh oui. Et donc, il y a des questions très, très médicales, genre l'alimentation pendant la grossesse, Oui, mais il y a oui, des oui, on questions, retrouve tout, hein. C'est vraiment chouette. finalement, qu'on aborde d'ailleurs parfois même pas avec nos soignants parce qu'on n'ose pas toujours poser la question. Alors, médicalement parlant, c'est pas prouvé. Mais pourquoi on le dit? Pour plusieurs raisons. Parce que dans le sperme, il y a quelque chose qui se rapproche des prostaglandines. Et les prostaglandines, c'est des hormones qui peuvent maturer le col de l'utérus. Donc, je m'explique. Il y a le vagin, l'utérus qui contient l'enfant. Et cet utérus, il est fermé par le col de l'utérus qui est le verrou de l'utérus et donc le verrou de la grossesse. Ce verrou-là, il va devoir diminuer de longueur et s'ouvrir jusque 10 cm pour que l'enfant puisse ensuite progresser dans le vagin et naître. Donc, on a envie que ce col s'ouvre pour accoucher. Et d'ailleurs, il y a des méthodes de déclenchement avec des prostaglandines. Pour autant, aujourd'hui, on peut pas dire que les rapports déclenchent, enfin, c'est pas une méthode de déclenchement. En plus, on sait également que quand on éprouve du plaisir pendant les rapports, on sécrète de l'ocytocine. On parle souvent, on dit souvent que c'est l'hormone de l'orgasme ou de l'attachement. C'est également l'hormone qui donne des contractions. Donc, on pourrait se dire, prostaglandine plus ocytocine, combo parfait. Ouais. En plus, à ça, on rajoute des mouvements, Oui, de la détente. Donc, c'est pas fiable. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'on ne sait jamais l'étincelle qui mettra en route le feu. Un sacré feu, là, en plus. Hein. Un sacré feu. Donc, si vous n'avez pas envie d'avoir des rapports, franchement, ne vous forcez pas dans le but d'accoucher. Jamais. Là, c'est vrai qu'il faudrait Bien pas évidemment. que le discours amène à ça. C'est pas, faut pas Exactement. se forcer à faire. Mais par contre, on peut pas faire de lien de cause à effet. Est-ce que c'est le rapport qui a déclenché ou est-ce que finalement, ça allait se déclencher? On n'a pas suffisamment d'arguments pour le dire. Mais en tout cas, si c'est le cas et que vous en avez envie, vous ne perdez rien de le tenter. Voilà. Et si vous avez envie d'accoucher. Exactement. Si on avait envie encore de garder bébé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rapports, je rebondis, ne sont pas déconseillés pendant la grossesse. Parce que si ça provoquait de manière systématique l'accouchement, on pourrait pas avoir de rapport pendant la grossesse. C'est important de le dire. Or, on peut en avoir. continuer à avoir des rapports. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie d'une femme, c'est le moment de découvrir que ça ne va pas toucher bébé. Exactement. Hein, on est d'accord. Tu l'exprimerais mieux que moi, mais je pense non, que mais c'est ça. exactement ça. Voilà, je le dis comme toi. Exactement. On est sur deux endroits différents. Il y a le vagin et l'utérus et c'est fermé par le col de l'utérus. Exactement. En gros, si le professionnel de santé qui suit la grossesse n'a pas émis de contre-indication, c'est tout à fait permis. Par exemple, par contre, si on est en menace d'accouchement prématuré, là, on n'a pas de rapport. Et pour rappel, les rapports, c'est pas forcément avec pénétration. Donc, si jamais Merci de le rappeler. Si jamais l'un des deux membres du couple n'a pas envie d'avoir de pénétration parce qu'il y a un bébé à l'intérieur, même si c'est pas le même endroit, et ça n'empêche qu'on peut garder de la sexualité et ou de l'intimité pendant la grossesse. Voilà. Merci Charline. Non mais là il y a beaucoup de femmes. Alors il y a tellement de questions. Allez, j'en prends une autre. Non, pas le congé paternité. J'ai pas envie de parler de vous, cher monsieur. Ah tiens. Tout bêtement, j'ai remarqué, que j'avais des crampes plus souvent. Est-ce que c'est normal? C'est des crampes. Allez, c'est hyper fréquent pendant la grossesse. C'est hyper fréquent, c'est pour ça qu'elle m'intéresse parce que j'avais beaucoup ça. Ça te réveillait la nuit? Oui, exactement. Typique. C'est pour nous préparer, je pense, après. C'est-à-dire qu'on se réveille la nuit aussi avec le bébé, puis c'est interminable. Et tout le monde te dit, profite de la grossesse pour dormir, parce que tu dormiras pas après, alors que toi, tu dors déjà mal pendant la grossesse. C'est ça, exactement. Donc, ces crampes, sont peut-être des carences? Enfin, je sais pas. C'est très, très fréquent. Point d'interrogation de la carence en magnésium. Oui, moi, je pensais à ça tout de suite. C'est exactement ça. On connaît pas exactement toutes les causes. Mais en tout cas, on a remarqué que pour supplémenter en magnésium ou avoir une alimentation riche en magnésium
potentiellement, ça pourrait diminuer les crampes. Donc, c'est des choses qu'on peut conseiller. Prendre du magnésium, que ce soit en complément alimentaire, si possible, plutôt bien assimilé, par exemple les formes bisglycinate. Voilà. Voilà. Et puis, un aliment qu'on adore qui contient du magnésium, c'est le chocolat noir. Ben oui. Oui, au moins Voilà. 80% de cacao, Voilà. 75, 80 pour avoir la bonne quantité effectivement de magnésium. Donc oui, les bananes, voilà, ce genre de choses. avoir une alimentation. Tu en parles, hein, une alimentation équilibrée, Ouais. ne pas se mettre. Alors je sais pas si tu en parles, mais moi je tiens à le répéter en tant que diététicienne, pas faire de régime amaigrissant tu en parles pendant la grossesse, parce que rappelons-le, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est normal de prendre du poids lorsque nous sommes enceintes. Oui. Alors plus on est mince, et tu vas me dire si tu le confirmes, plus on a tendance à prendre du poids. Il y a des femmes que tu as déjà rencontrées qui font des régimes amaigrissants pendant la grossesse. Ou elles sont plus raisonnables puisqu'à l'écoute de leur corps. Pas forcément de vrais régimes, mais quand même qui gardent peut-être cette habitude qu'elles ont eue en dehors de la grossesse de vouloir contrôler très fortement leur alimentation pour vraiment maîtriser la prise de poids, j'allais dire dans un degré qui n'est pas forcément physiologique. C'est sûr que voir son corps changer, la grossesse, c'est quand même le moment de la vie où potentiellement notre corps changera peut-être plus que tout au long de notre vie. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire en 9 mois, notre corps change peut-être plus que de nos 20 ans à nos 90 ans. C'est forcément très bouleversant et selon le rapport au corps qu'on a avant la grossesse, ça peut être vraiment très angoissant de voir son corps changer. À l'inverse, on a les personnes qui se disent qu'elles peuvent manger pour 2, ce qui est faux aussi. Ah oui, aussi, c'est vrai. Ce qui est faux aussi. Donc, non, c'est normal de prendre du poids. Il y a le poids de l'enfant. Il y a également des choses très physiologiques. Par exemple, pendant la grossesse, on a plus de volume sanguin parce que la tuyauterie que sont nos vaisseaux sanguins eh bien, se rallonge pour nourrir notre enfant. Et donc, on a plus littéralement de sang, de volume sanguin. Donc ça pèse plus lourd. On fait plus de rétention d'eau. Au-delà de l'enfant, eh ben, notre utérus également est plus lourd. Il grossit, il grandit. On a le placenta, on a la poche des os. Et oui, on stocke plus de gras pendant la grossesse. Donc tout ça fait qu'on prend du poids. Et effectivement, comme tu le disais, selon notre poids au départ, on prend plus ou moins de poids. D'ailleurs, ça étonne parfois les personnes en surpoids ou obèses de parfois pas prendre de poids les premiers mois de grossesse, ce qui est également physiologique. Et c'est pour ça qu'on surveille et qu'on rassure au cours de la grossesse. Ah, et donc on n'a pas les mêmes attentes en termes de prise de poids. Et il y a un tableau également dans le livre des recommandations selon... Alors, on se base sur l'IMC, même si bien évidemment, ça peut être l'indice de masse corporelle. Oui, mais ça reste un indice officiel, on va dire. Il faut bien se baser sur quelque chose. Il faut se baser sur quelque chose. Et c'est le but après des suivis personnalisés, c'est de dire, bon, vous avez un IMC à autant, mais bon, en même temps, vous êtes très, très sportive ou là, c'est plutôt du gras et on adapte nos conseils. Mais l'alimentation, ce qui est important de se dire, c'est que pendant la grossesse, c'est du carburant. Selon le rapport qu'on a à l'alimentation, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais c'est vrai. Je te laisse le dire. C'est vrai que l'alimentation, on a l'impression que c'est tout le temps, soit c'est que du plaisir, soit c'est que de la restriction. Exactement. On est tout le temps en train de supprimer. Et on oublie de se dire que, en fait, c'est le meilleur conseil que je peux donner face à la fatigue, face à l'humeur qui peut baisser, face, à l'énergie globale, c'est du carburant. En fait, si je te dis, si tu me dis: «Ah, je suis un petit peu fatiguée, pourtant je dors 8 heures par nuit», et que je te dis: «Bah oui, mais enfin Sandra, toutes les nuits tu dors sur le sol. Pourquoi tu dors pas sur le matelas?» Tu vas me dire: «Oui, c'est vrai que mon sommeil est moins qualitatif». Et pour autant, on n'a pas cette image. On n'a pas cette réflexion sur l'alimentation en se disant: «Bah oui, mais pourtant je mange 3 fois par jour». Ah oui, mais qu'est-ce que tu manges en fait? Quel carburant, quelle qualité tu donnes à ton corps? Et là, on est dans un moment de vie où la fatigue accroît. Et donc, on a encore plus besoin de mettre du bon carburant et c'est normal. Et vraiment, quand on voit une assiette équilibrée, riche, avec plein de choses différentes, et que c'est pas le moment d'enlever les glucides ou ce genre de choses, voilà. En fait, quand je vois mon riz, je me dis, OK, ça va me donner de l'énergie. Quand je vois mes légumes, je me dis, ça va m'apporter plein de bons nutriments. Quand je vois mon poulet, je me dis ça va potentiellement faire en sorte que dans 1 heure, j'aurais pas envie de me jeter sur mes cookies. Et que si j'ai envie de manger des cookies, j'ai le droit d'en manger. Enfin, voilà. Et en fait, de les voir vraiment aussi pour ce que ça apporte au sens large.
Comme on mettrait pas un mauvais carburant dans sa voiture, voilà, c'est la même chose. Sinon après, ça avance plus pareil. Ouais. Et je trouve que la grossesse, c'est un moment assez privilégié pour passer des messages de prévention parce que tout à coup, comme les femmes font beaucoup de choses pour les autres et peu pour elles, Voilà, comme là, tout à coup, ça ne concerne plus qu'elles, oui. bien, elles font attention au sens large. Et il y a beaucoup de femmes, je trouve, qui prennent de bonnes habitudes pendant la grossesse qu'elles maintiennent ensuite. Exactement. J'adore suivre tous les patients, hein, mais c'est vrai que les femmes enceintes particulièrement, cette écoute d'elles-mêmes à ce moment-là, alors c'est génial pour mettre de bonnes habitudes en place. Bon, arrive l'accouchement. Alors, je prends par petits bouts, on pourrait passer 3 heures ensemble à en discuter, mais là, il suffit d'acheter le livre si vous voulez tout savoir. Peut-on faire, des questions que je me pose, hein, je pense que j'ai la réponse, des postures pendant le travail, même avec une péridurale? C'est surtout ça. Ah, c'est cool que tu aies choisi cette cette question-là. Moi, il fallait plus que je bouge avec la péridurale, c'était horrible. C'est vrai que quand on voit les postures d'accouchement, de travail, tout de suite, les femmes se disent, bah oui, mais je vais accoucher avec une péri, donc je vais rester allongée sur le dos et basta. Exact. Pour rappeler un peu le temps que ça dure l'accouchement au sens large, alors, moi, je suis sage-femme, donc j'aime bien utiliser l'accouchement pour parler du moment où on pousse et on donne naissance. Ah oui, alors que nous, voilà, souvent on parle de l'accouchement pour parler des premières contractions à la naissance. Mais comme ça, si jamais vous vous perdez dans les mots que j'emploie, vous avez compris. Donc, pendant tout le travail, donc la partie où il y a des contractions de plus en plus régulières et cette partie où le col s'ouvre pour arriver au moment où on donne naissance, eh bien, à un moment donné, on peut mettre la péridurale pour ne pas trop ressentir les contractions, voire ne plus les ressentir selon les personnes. Et donc là, on est en salle de naissance, la salle dans laquelle on va accoucher, la péridurale branchée, le monitoring branché, une perfusion. Et effectivement, c'est pas commode pour bouger. Ah oui. La péridurale, elle endort tout le bas du corps parce qu'on peut pas choisir d'endormir que le ventre. Et donc, pour la plupart des péridurales, on peut pas se mettre debout. Pour autant, on peut continuer de bouger si on en a envie, parce que dormir et se reposer, c'est très très bien aussi. Hein, le travail fait son job. Et se détendre, ça aide le corps à faire son travail, donc c'est très bien. Mais si on a envie d'être active, on peut essayer d'optimiser les choses parce que le bassin, donc les os ici au niveau des hanches, en fait, ont une forme de V. Le bébé dans l'utérus se trouve en haut du V et il va progresser vers le bas du V. Et donc, on sait qu'en ayant pendant tout le travail des postures où on ouvre les hanches, on remonte les jambes, ça va avoir tendance à ouvrir un peu la partie du haut et donc ça va peut-être aider l'enfant à bien appuyer sur le col pour que chaque contraction soit très efficace. Attention encore, une fois ce que je dis, nous ne sommes pas des dieux, on peut faire tout ce qu'on veut. Et peut-être que ça marchera pas. Peut-être que ça fonctionnera pas. Voilà, donc pas de culpabilité, pas de pression. Voilà, le but c'est juste d'optimiser si on en a envie. Et donc, bah forcément, quand on reste allongé à plat dos, on peut se dire, bah c'est pas une posture optimisée. Et on peut avoir, par exemple, si on aime bien être sur le dos, faire la même chose, mais en mettant un ballon qu'on peut voir dans les salles de naissance sous les jambes, avec, par exemple, le partenaire qui bouge les jambes pour ajouter du mouvement. S'allonger sur le côté, mettre un coussin d'allaitement plié pour ouvrir la jambe. Et donc, la sage-femme, souvent, elle passe toutes les heures pour voir comment ça va, le col, dans quelle mesure le col s'est ouvert dans l'heure qui vient de s'écouler. Et on peut profiter de ce moment pour faire une posture pendant 1 heure, une posture pendant une autre heure et ainsi de suite. Et donc, le but, c'est pas de bouger comme quand on n'a pas de péri, à faire des tours autour de la table. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, si on a envie de bouger, on peut. Les études ne disent pas que c'est sûr à 100%, bien évidemment. En tout cas, les recommandations nous encouragent à mobiliser les patientes. Et par contre, ce qui a été prouvé, c'est que pour les patientes qui le souhaitent, ça améliore le vécu de l'accouchement. Souvent, ça donne au couple cette sensation d'avoir été actif. Oui, acteur, actif. Voilà. Et donc, à l'inverse, de moins subir. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de tout faire pour nourrir un bon vécu de la naissance. Je trouve, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'épisiotomie, c'est que pendant la grossesse, les couples me disent « je veux surtout pas d'épisiotomie, je veux surtout pas que l'accouchement il se passe ça ». Après l'accouchement, ce que les couples me disent, c'est « l'équipe était géniale, on m'a tout expliqué, j'ai eu une épisiotomie, mais franchement, c'était tellement, je sais pas, il y avait tellement de la douceur dans la pièce, tu vois, exactement comme ce que toi t'as vécu en tant que stagiaire, que finalement, j'allais dire, tout ce qu'on peut faire en tant que soignant ou qui nourrit le bon vécu de l'accouchement, c'est jamais perdu. Parce que c'est le souvenir qu'on laissera au couple. Ah, c'est trop beau. C'est vrai, c'est ce que je veux entendre et tu le dis bien. Donc, on a accouché et je terminerai sur cette question. Quelle est la différence entre le baby blues et la dépression postpartum? Parce qu'on a accouché et parfois,
Un peu triste, un Oui. peu mélancolique. Alors, quelle est la différence entre les 2? La différence, c'est que l'un des 2 est physiologique, donc normal, non inquiétant. L'autre, on rentre dans la pathologie. Le baby blues, c'est ce qui est physiologique. Ça touche facilement 70-90 des femmes qui viennent d'accoucher. Et généralement, ça intervient dans les 2-3 jours qui suivent la naissance à cause de plusieurs facteurs. La chute hormonale, voilà, il y avait des hormones qui maintenaient la grossesse. Là, il y a une chute hormonale. Euh, le changement de vie, tout simplement, la fatigue accumulée. Et tout ça fait qu'on peut ressentir un peu un blues. C'est le baby C'est ça. blues. Mais aussi, parfois, on se sent un peu submergé par ces émotions, mais pas forcément négatives. Ça peut être, par exemple, je pleure parce que je me rends compte que c'est incroyable. Ou, Oui. voilà, en fait, je sens que je suis très, très, très émotive. On rentre à la maison et je fonds en larmes. Voilà, tout ce genre de choses. En tout cas, dans le baby blues, il y a cette notion un peu de haut et de bas. D'accord. Il y a des hauts. Très intéressant. Ça peut être très surprenant parce qu'il peut vraiment avoir beaucoup de pleurs. Mon conseil, c'est de pleurer, c'est d'exprimer, c'est de pas s'inquiéter. En tant que coparent, c'est de pas dire tout va bien. C'est juste d'accepter cette période, Pleure et puis voilà, c'est pas grave. d'ouvrir les vannes et on y va. La dépression du postpartum, là, c'est donc une dépression, donc un trouble psychologique, un trouble qui amène plutôt à un mal-être psychologique. Qui doit être diagnostiqué forcément par un médecin. Souvent, on parle plutôt des psychiatres d'ailleurs. Pour être diagnostiqué, souvent, on parle de plus de 2 semaines avec des signes de syndrome dépressif. Ils sont vraiment pas évidents à diagnostiquer en postpartum parce qu'il y a plein de choses qui finalement peuvent être considérées comme normaux. Oui. D'où l'intérêt aussi des accompagnements par les soignants. Donc, ça peut être de la tristesse intense. Là, plutôt, on est plutôt vers le bas. Autant le baby blues, là, c'est plutôt vers le bas, de la tristesse ou en tout cas pas de joie, une absence de joie. On n'a pas cette fluctuation. Exactement. Voilà. Ça peut être également, alors souvent on parle trouble du sommeil, donc c'est pour ça que ça peut être dur de l'objectiver en postpartum. Mais par exemple, là, il y aurait tout pour dormir et pour autant, ça fait 2 semaines que vraiment, soit je n'arrive pas à m'endormir, soit j'ai plutôt une fatigue accrue, je m'endors sans le vouloir tout le temps. Des grandes variations au niveau de l'appétit. C'est dur aussi à diagnostiquer en Bien sûr. postpartum. Oui. Parfois, ça peut aussi se voir dans le fait qu'il y ait le lien parent-enfant qui ne se crée pas et de la difficulté à se projeter de manière positive dans l'avenir. Ce que je recommande, c'est que si on se pose la question, dans tous les cas, il faut pas balayer la question d'un revers de main. À partir du moment où on se pose la question, c'est que c'est intéressant Consulter. d'approfondir, consulter. On est légitime à aller revoir sa sage-femme juste pour dire: «Je me sens pas bien, je n'arrive pas à Très bien. savoir». Et pour aider également, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Édimbourg qui nous aide à nous situer. On tape ça sur internet, on tombe par exemple sur le site des 1000 premiers jours qui est plein de ressources et c'est un questionnaire qui pose les questions que je viens d'énoncer sur les 7 derniers jours et ça nous donne un score. Il ne nous dit pas: «On fait une dépression», mais qui dit: «Attention, refaites le test dans 1 semaine et si 2 fois de suite votre score est haut, vraiment allez consulter parce que vous présentez des signes qui amènent à nous interroger». Et important à dire que aujourd'hui, la dépression du postpartum, les chiffres nous disent que ça touche facilement 1 femme sur 5. Ah, tout de même. C'est énorme. C'est énorme. Il y a même certaines enquêtes qui parlent de 30%. C'est beaucoup, beaucoup. Quand on parle de dépression du postpartum, on parle souvent de l'année qui suit la naissance, mais je le rappelle, c'est pas parce qu'on sort qu'est-ce que le postpartum? Parfois, on parle de 6 semaines, parfois 1 an, parfois 3 ans. Bref, la naissance d'un enfant, ça chamboule une vie. Donc, qu'on soit dans le postpartum immédiat ou 6 ans après la naissance, la question de la santé mentale des parents est importante dans tous les cas. Et chose importante, c'est que ça touche également les coparents, les papas, la deuxième maman. Et aujourd'hui, les chiffres, c'est 10%. Donc, c'est beaucoup aussi. Et je suis désolée, je vais donner un chiffre qui est très dur, mais qui est important, je trouve, dans la prévention. Là, ça vient de sortir il y a pas longtemps. Avant, c'était la 2e cause de mortalité. C'est passé la 1re cause de mortalité. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, mais du tout. aujourd'hui, la 1re cause de mortalité l'année qui suit la naissance, c'est le suicide. Donc, en fait, là où aujourd'hui, on a tendance à parfois entendre trop facilement « C'est bon, mais elles exagèrent. En même temps, elles l'ont bien voulu. » C'est pas grave, ça va passer. Exactement. Moi, ma mère, elle l'a bien fait, patati patata. Aujourd'hui, l'année qui suit la naissance, avant la cause numéro 1 de décès, c'était les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est le suicide.
Et vraiment, ce que ça nous dit, c'est que nous devons prendre soin de la santé mentale des mères. Donc, ça démarre dès la grossesse, se préparer à la naissance, se préparer au postpartum, mettre des choses en place pour accompagner les jeunes parents et à l'échelle individuelle, en fait, demander à nos potes comment ils vont. Et en tant que jeune parent, oser dire: «Je ne vais pas bien». Je ne suis pas bien. Voilà, se créer une team de confiance à qui on peut le dire. Et cette team-là, elle se prépare avant la naissance parce que quand on va pas bien, on n'ose pas dire qu'on va pas bien. Ah oui. Merci Voilà pour la Charline, on arrive prévention. sur la fin de l'émission. Alors, j'ai besoin que tu me dises, enfin en tout cas que tu dises aux téléspectateurs qui nous regardent et téléspectatrices, s'il y avait une phrase à donner à une femme enceinte qui serait en train de te regarder, quelle est la phrase que tu lui dirais? Quel conseil pour sa grossesse? Ce que j'aime dire, c'est que pendant la grossesse, tout est possible. Par là, j'entends que si vous avez peur que ça se passe mal, c'est possible que ça se passe bien, parce que tout est possible. C'est aussi important de se préparer à ce que tout ne se passe pas toujours bien. Mais quand je dis que tout est possible, c'est qu'il est aussi possible de rebondir. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Le grand guide de ma grossesse sereine. Pour moi, dans le mot sérénité, c'est pas on se met des œillères et la grossesse, c'est que du bonheur. Je le souhaite à tout le monde. Mais pour moi, la sérénité, c'est je sais que je vais être confrontée à des zones de doute, à des zones d'inconnu, des zones de challenge. Mais tant que je sais ce que je peux mettre en place pour rebondir, alors en fait, j'ai le plus grand pouvoir dans mes mains. C'est très beau. Bon, alors je rappelle, hein, c'est là aux éditions Marabout, le grand guide de ma grossesse sereine. C'est Charline Gaillot, hein, qu'on connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Charline Sage-Femme. Et je termine l'émission toujours par un petit jeu. Ah, j'adore les jeux. Le jeu du tu préfères. Ah, Est-ce que tu connais? j'adore. Alors oui, c'est l'un de mes jeux l'effet préférés. sous forme de dés. Tu lances, tu tombes sur quelque chose et il y aura tu préfères ceci ou cela. Allez, c'est parti. Je te Ça laisse marche. faire. Je le lance en l'air et je vais le rattraper parce que Oui, sinon oui. on va... Oh, attends, je vais le faire tourner quand même. Allez, vas-y. Hop. Hop. Oh, Allez, quel art. souci. Tu préfères Alors, je préfère pouvoir rembobiner le temps ou mettre sur pause le temps. Ah, c'est hyper philosophique cette question. Ah oui. Oui, non, c'est pas tu préfères le thé ou le café. Hein. On est sur quelque chose de plus complexe. Je dirais, aujourd'hui, je pense que j'ai le temps de développer. Bien sûr. Je dirais mettre sur pause le temps parce que le passé, c'est passé. Il y a une phrase, là, une jolie phrase qui dit un truc du genre, le passé, c'est passé, le futur, machin chouette. Et genre, le cadeau, c'est que le présent. Et c'est dur, je trouve, et c'est un challenge pour moi, de savourer vraiment l'instant présent. Et je pense que c'est vraiment l'une des clés du bien-être mental. Alors que rembobiner le temps, ça me fait penser à un film que j'adore, qui s'appelle Il était temps, justement, d'un homme qui a le pouvoir de rembobiner le temps, etc., etc. Et en fait, quand on rembobine le temps, parfois, on se dit, ah, bah, si j'ai pas suffisamment savouré ce moment, bah, je le revivrai. Et est-ce qu'on vit vraiment le présent quand on est capable de retourner dans le passé? Bien évidemment qu'il y a plein de choses que j'aimerais revivre, mais je sais que ça m'apporterait plus de me concentrer sur le moment présent et chaque petit bonheur, aussi infime soit-il, je pense que voilà, c'est Très belle réponse. comme mon but, c'est d'être heureuse dans la vie, et ben je choisirais ça. Carpe diem. Oui. Hein. Merci Charline Trop pour chouette. tout ce que tu as pu nous apprendre et que on aurait pu passer 3 heures d'émission, mais hey, Merci à toi pour tes questions. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur ABC Talk, sur les réseaux sociaux et si on papotait. À très bientôt.